Donc, je recommence. Je disais que les actuaires sont très intéressés par l'exposé que va nous faire Maxime et Nicolas, parce que nous avons à utiliser les données, des données sensibles, pour pouvoir mieux évaluer les risques, mieux tarifer, mais on se fiche complètement des individus en tant qu'individus, et néanmoins on a besoin d'un grand détail d'informations. Et on est toujours très, très ennuyé par le risque de réidentification. C'est vraiment quelque chose qui nous a perturbé, enfin préoccupé dès 2014, même à l'époque où quand on a commencé le groupe de travail Big Data, même à l'époque où côté CNIL, il y avait les bonnes données bien gentilles, anonymisées, pseudonymisées, et puis les données dangereuses. Déjà à cette époque, on considérait que c'était pas là qu'était le problème et que toutes les données étaient potentiellement dangereuses selon la manière dont on les traitait dans les algorithmes. Et la difficulté à laquelle on se heurte souvent, c'est que maintenant, la réglementation et le RGPD oblige, contraint à avoir une irréversibilité de nos anonymisations et de nos méthodes de pas remonter aux individus. On peut être sanctionné si ça se passe mal. Et en même temps, on n'a pas de mesure de la dangerosité de nos solutions, de nos algorithmes, de nos dispositifs. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne. Comme vous le savez, on cherche des solutions diverses. On a, comme vous l'avez vu avec les orateurs qu'on a eus à l'époque déjà ancienne, où on avait des réunions présentielles, on avait vu le directeur de l'ENS sur le chiffrement. C'était il y avait quand même des choses très intéressantes pour pouvoir mixer des méthodes. Et puis, on avait eu aussi le collègue Herbert Grosko qui nous avait montrer l'intérêt de la crypto pour les actuaires, alors que c'est pas dans notre culture habituelle. Mais aujourd'hui, on va avoir deux personnes qui sont de la société Sarus, qui est une start-up brillante, qui a levé 2 millions d'euros en début d'année, et qui s'intéresse notamment à ce qu'on appelle differential privacy, ils vont nous expliquer la méthode, qui peut nous apporter des éléments tangibles sur le sujet dont je vous parlais. Alors, Maxime, c'est le PDG de Sarus, il est responsable de la vision, etc. Il est très concerné par la compatibilité entre le développement des technologies et la vie privée. C'est pas sa première expérience d'une entreprise, c'est un entrepreneur, sa deuxième entreprise, et la première avait été une réussite. La deuxième est déjà une réussite et bien par de bonne façon pour l'être encore plus. Nicolas Grislin, c'est le chef de l'aspect scientifique chez Sarus. C'est un NSAE, un vilain, parce qu'il n'a pas fait l'actuariat. Mais enfin bon, personne n'est parfait et il a l'air d'être, lui aussi n'est pas dans sa première entreprise. Je ne sais pas si c'était la même entreprise que Maxime, mais on a là des entrepreneurs qui, je crois, comprennent bien nos problématiques. Et donc, sans plus attendre, je leur cède la parole. Comme vous le savez, vous avez le chat. À la fin de leur exposé, ils leur répondront aux questions que vous aurez posées par chat. Et ils nous ont également donné leurs slides qui seront sur le site, sur l'espace Big Data du site, comme d'habitude. Voilà. Je vous cède la parole. Allez-y. Merci en tout cas de faire cette conférence à deux voix. Merci encore et à vous. Merci Florence et bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est la même entreprise qu'on avait montée la dernière fois avec Nicolas. D'ailleurs, il faut aussi rendre hommage à Vincent, le troisième homme. On était 3 fondateurs dans la première et on est les 3 mêmes dans la seconde. Et on va vous parler un petit peu de Sarus, mais on va surtout vous parler du sujet du jour, qui est comment faire de l'analyse de données qui respecte la vie privée, notamment sans voir les données.
Je dirais l'analyse de données, on va se concentrer vraiment sur le machine learning, mais c'est très largement généralisable à toute analyse de données. Donc, on pourra avoir cette discussion pour savoir exactement, vous, dans les cas d'application que vous avez de l'analyse de données, est-ce que ça s'applique, mais a priori, c'est les mêmes outils. L'approche naïve, en fait, quand on veut protéger les données, c'est de se dire, donc le problème qu'on cherche à résoudre, c'est on cherche des idées, on cherche des analyses. Donc cette petite ampoule, c'est l'idée qu'on va pouvoir trouver en analysant les données. Et tout ce qui est rouge, c'est des données sensibles. Donc on a des données sensibles sur des utilisateurs, sur des individus, et on cherche à pouvoir les analyser. A priori, l'analyse qu'on cherche à obtenir n'est pas personnelle. On cherche des propriétés qui généralisent bien. C'est le principe du machine learning. Donc, à la fois l'actuaire comme le data scientist qui fait un modèle de recommandation ne cherche pas à espionner un individu. Donc, il n'y a rien qui l'empêche d'arriver à ses fins. Il peut développer un modèle qui ne sera pas personnel, qui généralisera très bien et qui aura des bonnes propriétés pour l'avenir. Mais accéder à la donnée est un mal nécessaire. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment faire pour protéger la donnée dans ce travail d'analyse de données qui sont personnelles. Première idée qui vient, la plus simple, c'est de dire, en fait, on va anonymiser la donnée. On va prendre la donnée personnelle, on anonymise. Ce jeu de données anonyme ne pose plus de problème, donc il a changé de couleur, maintenant il est vert. Et voici la donnée qu'on va fournir à l'actuaire, au data scientist pour travailler. Donc on va faire ce petit jeu ensemble, savoir comment on pourrait faire pour anonymiser les données. Donc c'est quelque chose un problème qui se pose depuis très longtemps. Tous les instituts de statistiques des pays qui publient des données se posent la question d'à partir de quand ils dévoilent des données personnelles. Il y a beaucoup de techniques. Je ne vais pas faire tout l'inventaire des techniques qui existent. Je vais juste présenter deux grandes idées. La première idée, c'est de tronquer les données. Donc on va retirer des informations identifiantes. Et la deuxième, c'est d'agréger, c'est un peu plus radical, c'est on regroupe les données par personnes qui ont exactement les mêmes propriétés. Donc on va faire ce petit jeu ensemble sur un jeu de données fictif d'une société de la Silicon Valley dont on a récupéré les salaires de tous les employés. Donc on a là le nom des employés, leur titre, leur grade, si c'est des hommes ou des femmes, et le salaire. Et on cherche à faire des analyses. Donc il y a quelqu'un qui est externe, qui lui a pas le droit de voir les données, mais qui a envie de faire des analyses légitimes. Par exemple, regarder s'il y a égalité des chances entre les hommes et les femmes, s'il y a des problèmes de promotion en fonction des différents grades. Donc il y a tout un tas d'analyses légitimes. Il cherche pas du tout à savoir le salaire de quiconque. Il veut vraiment faire des analyses légitimes. Donc on va juste essayer d'anonymiser ensemble ce jeu de données pour qu'il puisse faire ses études. Donc la première idée, la plus simple, c'est de se dire, on va supprimer les champs qui permettent d'identifier les gens. C'est très simple. On enlève les noms et les prénoms. Donc, bon, ça marche un peu. Bon, vous voyez pas en bas, mais vous avez compris comment ça fonctionne. On voit bien, par contre, qu'il y a certaines personnes dont on n'a pas très bien protégé. Le CEO, le CTO, on voit encore leur salaire. Donc on a envie de faire un petit peu mieux, on va dire bon, quand il y a qu'une seule personne, parce qu'il y a qu'un seul CEO, il y a qu'un seul CTO, on va essayer de retirer son titre, on va généraliser un peu. Donc là on remplace le titre par C-level. Il y en a plus que 5 par exemple dans l'entreprise. Alors c'est pas mal, mais c'est quand même pas très satisfaisant. Déjà peut-être que parmi tous les C-level, il y en a 4 parmi les 5 qui sont des mandataires sociaux, dont le salaire est dans le rapport annuel de l'entreprise. Donc, on vient de dévoiler ouvertement le salaire du 5e. On voit aussi que quand même, il y a sans doute des endroits où il va y avoir des individus qui ressortent du lot. Par exemple, si on publie ces données tous les jours, parce que voilà, chacun veut travailler sur la dernière base de données. Là, on a publié les données le 31 janvier, on les republie le 2 février. Bon, malheureusement, il n'y a qu'une seule personne dont le salaire a changé. On sait qu'un tel, donc elle, c'est Alyssa Wang, a eu une promotion ce jour-là. C'est la seule parce que c'est pas le cycle annuel des promotions. Et donc, d'un coup, à partir de cette différence de base de données, on peut savoir son salaire. Donc, on voit que c'est quand même difficile. Il y a des pièges partout. Et on voit plus très bien ce qu'on peut supprimer clairement dans les données pour pouvoir faire nos analyses, donc savoir si à salaire égal, en fonction des hommes et des femmes, s'il y a égalité de salaire, par exemple, on sait vraiment plus ce qu'on peut supprimer pour arriver à faire ça.
Et sachant qu'en vrai, la véritable analyse qu'on veut faire, on veut voir l'égalité des chances avec beaucoup plus de dimensions. Donc forcément, le salaire va dépendre de la ville, va peut-être dépendre ou non de l'âge, voilà, d'autres, de la performance passée, de la dernière date de promotion, parce qu'on n'a pas des promotions tous les ans. Donc, en vrai, on voudrait avoir beaucoup plus de données, et on voit très bien que déjà avec 3 misérables champs, on a déjà énormément de problèmes. Ça pose un problème qui a été un peu découvert à son grand malheur par Netflix il y a une grosse dizaine d'années, quand ils ont fait un concours. Ils voulaient à l'époque, si vous vous rappelez, on mettait des étoiles sur Netflix après avoir vu un film, donc c'est plus le cas. Et donc ils voulaient savoir si les gens arrivaient à prédire mieux qu'eux le nombre d'étoiles que les utilisateurs mettraient au prochain film. Avec dans l'idée que s'ils proposent aux utilisateurs des films qui reçoivent plus d'étoiles, c'est que les utilisateurs sont contents, et plus mieux on prédit les étoiles, plus on a des utilisateurs contents. Donc ils ont fait un grand concours où ils ont complètement anonymisé les données, ils ont gardé juste le nom, enfin un ID anonyme, pseudonyme de l'utilisateur, et la liste des films qu'il avait vus, la liste des étoiles. Quelque chose vraiment, il n'y avait plus de date de naissance, bien sûr, d'adresse email, nom, prénom, bien entendu. Il n'y avait plus non plus le pays, plus la zone géographique, l'heure avec laquelle le film a été vu, vraiment des données minimales. Et ils ont fait ce concours qui a très bien marché, qui a animé la communauté de data science, c'était en 2006, je crois. Sauf qu'un an après, il y a des chercheurs qui ont dit « Ah, ben j'ai retrouvé les noms et prénoms des milliers de personnes dans ce jeu de données. » Et en fait, ce qu'ils avaient fait, ils avaient combiné avec une autre base de données publique, en l'occurrence IMDb, si vous connaissez, dans lesquelles les gens donnent des avis sur des films. Et il y avait énormément de personnes qui avaient, quand quelqu'un avait publié un avis sur 2 ou 3 films, on le retrouvait de façon quasiment univoque dans la base de données Netflix. Et du coup, on connaissait toutes ses habitudes cinématographiques, audiovisuelles. Donc en fait, Netflix venait de dévoiler les goûts personnels de millions de personnes, en 2 milliers, je sais pas combien ils en avaient retrouvé, ils en avaient retrouvé un bon paquet. Et on savait, donc, dont certains étaient des critiques de cinéma, enfin des gens qui n'avaient pas forcément envie que tout le monde sache tout ce qu'ils avaient vu, et tout ce qu'ils avaient aimé. Ils étaient contents de donner une critique sur certains, mais pas forcément sur d'autres. Et donc là, on voit qu'on réduit la donnée à sa portion congrue, et pourtant, on a supprimé plein de potentiels d'optimisation, parce que la ville peut être un bon élément pour prédire quel film les gens aimeront. Donc c'est dommage pour le data scientist d'avoir supprimé ça. Et pourtant, on tombe dans un piège où on a un énorme scandale de privacy et qui nous saute à la figure après quelques années sur des données qui du coup sont publiques, donc on peut plus les retirer. Donc une idée, c'est d'aller encore plus loin, d'être plus radical, c'est d'agréger plusieurs individus en se disant là, bon, ok, on supprime beaucoup de données, mais il y a quand même beaucoup d'analyses qui peuvent toujours être faites sur des données agrégées. Donc là, on va juste garder le niveau, le genre, le sexe, est-ce que c'est un homme ou une femme, le nombre de personnes et le salaire moyen. Donc, on a vraiment perdu énormément d'informations. On avait de l'information granulaire, maintenant on a de l'information agrégée. Dans notre exemple, il n'y a plus que 3 lignes. Seule difficulté, c'est que c'est pas suffisant parce que si on le fait 2 jours consécutifs, on voit que le nombre de personnes qui sont software engineer dans cette entreprise, de femmes software engineer, entre les 2 dates, donc du jour au lendemain, ben, il y en a une de plus. On vient de la recruter, ben voilà, maintenant tout le monde connaît son salaire, il suffit de faire la différence. Et Titre avec du 3 nous donne son salaire en clair. Donc même agrégé, pourtant on a des gros agrégats. Bon, je parle pas sur C-level, on n'avait que 5, donc déjà on protège pas grand-chose, mais même sur 120 personnes, on protège pas non plus. Donc, quand on se pose toutes ces questions-là, on se dit bon, on va jamais arriver avec une pratique universelle en prenant des données, en supprimant, en agrégeant. On n'arrivera jamais à proprement anonymiser parce qu'il nous manque une définition rigoureuse de ce que c'est que de dévoiler de l'information personnelle. Et alors, c'est ça que vraiment cherche à traiter la differential privacy, donc confidentialité différentielle en français. Donc la differential privacy, c'est juste une définition. Il y a beaucoup d'applications et de propriétés qui tournent autour de cette définition, mais à l'origine, c'est une définition qui se concentre sur cette question à partir de quand je peux, en répondant à un calcul, une demande de calcul, donc quelqu'un veut faire une analyse sur des données, à partir de quand je peux être satisfait sur le fait que la réponse à ce calcul ne dévoile pas d'informations personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens le plus profond, peut-être en se rapprochant de la théorie de l'information, que je ne dévoile pas d'informations personnelles. Alors, on peut montrer que nécessairement, il faut rajouter de l'aléa.
Si c'est déterministe, on tombe toujours dans les pièges tels que je les ai écrits, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaîtrait de l'information avec la 121e personne et sans la 121e personne, en regardant les deux résultats, arriverait à déduire quelque chose. Donc on est toujours obligé, de façon certaine, c'est ça qui est très important. Donc on est toujours obligé de rajouter du bruit. Donc du coup, on bascule dans le monde de l'aléa, on bascule dans le monde des probas. Et ce que dit cette définition, donc je vous épargne le langage mathématique, mais ce que dit cette définition, c'est qu'il faut que le résultat que je donne soit à un epsilon près le même. Encore une fois, c'est un résultat bruité, mais il faut qu'il soit non significativement différent, que je rajoute ou que j'enlève un individu. C'est ce qui est exprimé ici par la norme de x moins y qui est inférieure ou égale à 1. J'ai deux jeux de données, un dans lequel j'ai un individu, l'autre dans lequel je n'ai pas l'individu. Il faut que le même procédé de réponse à votre requête donne un résultat qui est statistiquement équivalent. Donc si je fais ça, je me convainc assez bien que si je donne la même réponse, que j'ajoute ou que j'enlève quelqu'un, effectivement, j'aurais du mal à déduire quelque chose sur cette personne-là, puisque je ne peux même pas savoir si elle a servi à faire le calcul. Donc si une propriété extrêmement forte, et on revient vraiment à la base de ce que ça veut dire de dévoiler de l'information sur l'individu. Peut-être pour le rendre visuel, donc là on a un petit exemple. On cherche à calculer une moyenne, donc peut-être la moyenne des salaires. À chaque point, c'est un salaire, donc la moyenne est dessinée là. Et la question, c'est dans quelle mesure je décale ma moyenne quand je supprime un individu. Donc là, par exemple, je supprime le point qui est blanc, et quand je supprime, ma moyenne est décalée. Ma moyenne est décalée de façon déterministe, donc je peux déjà dire que j'ai pas des bonnes propriétés de differential privacy. Dit autrement, quelqu'un qui connaîtrait la valeur de tous mes points, sauf le point blanc, en regardant le résultat, pourrait déduire le salaire de cette personne-là. Et donc, dans le formalisme de la differential privacy, donc là, on fait ce qu'on appelle un mécanisme de Laplace. On va jamais donner la moyenne exacte. On va rajouter une moyenne bruitée, une moyenne dont on calcule un bruit quand même pour garder de l'utilité. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on veut quand même être pas trop loin de la vraie moyenne. On est plus utile quand on est à la vraie moyenne, mais plus on est proche de la vraie moyenne, plus on va dévoiler d'informations potentiellement sur les individus. Et donc là, on voit la distribution de probabilité de ce que je réponds quand tous les utilisateurs sont dans mon échantillon, c'est à gauche. Sur la partie droite, on voit la distribution de probabilité en pointillé de ce que je réponds lorsque Ah non, excusez-moi. Donc en pointillé, c'est la même que sur la partie gauche. Et quand je retire l'utilisateur, la nouvelle distribution de probabilité est légèrement décalée. Et donc l'information, d'un point de vue théorie de l'information qui fuite, c'est le rapport de ces deux probabilités. Donc quand on vous rappelle la définition, il y avait cette notion de que les densités de probabilité soient égales à un epsilon près. Donc ça veut dire que, en pratique, que le rapport des deux probabilités doit être compris dans un intervalle. Donc là, ici, entre 1,25 et 0,75. Donc c'est une belle définition et ça nous permet vraiment d'avoir un confort très puissant sur le fait que, en théorie de l'information qui sera disponible sur le pire des individus, donc même le CEO de cette entreprise-là, le monsieur Mark Zuck, on n'arrivera pas à déduire de l'information sur le salaire plus que peut-être à une probabilité qui est quand même somme toute assez faible, il a une chance d'être payé dans cette zone de salaire-là. Donc ça, c'est vraiment la définition de la differential privacy. Donc, je vous ai exprimé la définition avec les mains. Ça nous donne pas la réponse à notre problème tout de suite. Donc, la question, c'est comment on va faire maintenant. On a notre jeu de données, c'est très bien. On a une définition de ce que c'est que la confidentialité différentielle. Donc, on va essayer d'anonymiser ces données-là avec les problèmes de propriété de confidentialité différentielle. Donc, c'est simple. On va rajouter du bruit sur chaque échantillon, sur chaque ligne. Et en fait, ça, c'est une très mauvaise idée. Je vous donne tout de suite une très mauvaise idée. C'est-à-dire que si on essaye de rajouter du bruit dans le salaire pour pas qu'on puisse voir le salaire qu'on enlève ou qu'on rajoute Mark Zuck, qu'on rajoute le bruit dans le sexe, donc on alterne les sexes avec une probabilité pour qu'on arrive à cacher de savoir si le CEO est un homme ou une femme, parce que peut-être que c'est pas de l'information connue, qu'on rajoute du bruit également dans le grade et qu'on rajoute du bruit dans le nom, à la fin, on a une grosse mélasse dans laquelle on n'arrive presque plus rien à voir. Donc en fait, notre définition n'est pas une solution à notre problème d'anonymisation. C'est là que je vais vous introduire Sarus. Donc l'idée fondamentale, c'est de se dire, plutôt que de chercher à anonymiser, donc la piste que je vous ai présentée, qui est la plus naturelle, qui est la plus courante, l'idée d'anonymiser en supprimant des champs, c'est ce que tout le monde fait, ce que tout le monde faisait jusqu'à il y a quelques années, avec plus ou moins de rigueur sur les champs qui vont être supprimés.
cette piste-là échouera toujours à des attaques de réidentification. Donc, plutôt que de faire ça, on va retourner le problème et on va demander à l'analyste, au data scientist, à l'actuaire, de soumettre le calcul qu'il a envie de faire sur les données, donc de décrire ce qu'il cherche à apprendre, le soumettre sur les données. Donc là dans la représentation, on imagine la donnée donc sensible, donc rouge, qui est à l'intérieur d'une double enceinte, d'une bulle sécurisée, dont il ne faut que rien sorte. Donc l'actuaire dit, moi j'aimerais bien savoir la différence de salaire entre les hommes et les femmes, en fonction de leurs années d'expérience, entre ci ou ça. On lui transmet aucune information personnelle, on fait le calcul sur les données, et on lui répond, donc là je prends l'exemple d'un modèle, mais ça peut être juste une analyse statistique, on lui donne la réponse à son problème. Donc ça, on sent déjà qu'on a quand même enlevé une grosse épine du pied, parce qu'on n'a pas transmis énormément d'informations avec énormément de pistes de réidentification. Mais est-ce que pour autant, on est sûr que ce qui sort de la technologie, de la bulle, n'est pas personnel? Alors, il y a un deuxième piège, c'est que malheureusement, quand on parle de deep learning, on peut à peu près être sûr que non. C'est-à-dire quand on fait du deep learning, on a des capacités d'apprentissage énormes avec énormément de poids. C'est aussi vrai sur des modèles plus fins, mais plus le modèle est riche, plus c'est difficile. Et si on essaye d'apprendre un modèle sur un échantillon de données, il y a de fortes chances qu'il y ait des traces de l'échantillon de données dans le modèle final. Donc là, l'exemple que vous voyez, c'est à partir d'un modèle qui avait été appris sur des visages, un data scientist arrive à retrouver un visage, on parle vraiment de retrouver le visage dans le modèle, un visage qui était dans l'échantillon. Voilà, il y a des endroits où la confiance de l'algorithme est tellement forte qu'on sait qu'il est très confiant sur ce type de visage, donc c'est qu'il a probablement appris sur ce type de visage. Donc on explore comme ça toutes les propriétés du modèle jusqu'à trouver des points de l'échantillon, et donc on arrive à retrouver, c'est pas exactement sa photo, donc sur la partie gauche, mais on sent qu'on saura dire très facilement si cette personne, si on la croise dans la rue, on la reconnaîtrait, et c'est peut-être un dataset des gens qui avaient le cancer, un dataset des opposants politiques, je ne sais quoi. Donc en fait, le modèle qui a été appris, pourtant on parle d'un modèle de deep learning dans lequel les poids n'ont pas de sens spécifique, en tout cas qu'on puisse exprimer simplement. Malgré ça, ces poids-là ont embarqué les informations personnelles. Donc, on voit qu'il nous manque une brique à notre montage, et cette brique-là, c'est Sarus, c'est-à-dire qu'il faut non seulement être capable de faire le modèle sur des données distantes, mais il faut également rajouter la differential privacy dans la façon d'apprendre le modèle. Donc c'est là où vraiment la differential privacy est importante, c'est il faut qu'on puisse garantir que le résultat du modèle a les propriétés que je vous ai décrites sur une requête simple qui était quelle est la différence, quel est l'âge moyen, donc ou le salaire moyen dans l'exemple que j'ai pris. On voyait qu'on pouvait rajouter un petit peu de bruit dans le résultat et protéger les individus. Il faut arriver à étendre cette approche-là à un objet qui est quand même plus compliqué qu'un âge moyen, qui est un modèle de deep learning, un modèle statistique. Quelque chose qui peut avoir énormément de poids ou très peu. Enfin, il faut arriver à généraliser cette propriété-là sur tout apprentissage statistique. Donc c'est vraiment ça le cœur de notre techno, c'est cette capacité à le déployer et à rendre en fait la differential privacy applicable à n'importe quel problème d'apprentissage statistique. Je vais laisser la main à Nicolas pour vous présenter comment ça fonctionne à l'intérieur, parce que je pense que vous êtes un peu sur votre fin des méthodologies qui fonctionnent. Oui, bonjour. Donc, comme disait Maxime, je vais reprendre un petit peu le workflow dont on a parlé, puis expliquer un petit peu les différents éléments que nous, on apporte, et donner un peu des idées de comment on les met en œuvre. Donc, comme Maxime l'expliquait à l'instant, le data scientist va préparer un modèle, il va soumettre le modèle, au lieu de récupérer des données anonymisées, ce qui est très difficile, et d'entraîner un modèle chez lui, il va plutôt envoyer son modèle, et le modèle va être entraîné sur les données, et ça lui permettra d'avoir un savoir, d'extraire un savoir sur les données. Et donc, comme on le disait à l'instant, un des enjeux, c'est que le modèle n'embarque pas d'informations issues du dataset, et donc ne révèle pas d'informations personnelles. Donc, comment
pour vous expliquer un peu comment on fait, je vais poser un petit peu le type de problème qu'on se pose. Donc, typiquement, on regarde des problèmes d'apprentissage assez généraux qu'on appelle empirical risk minimization. C'est en gros, on pose une fonction qu'on appelle fonction de loss. On a une famille de modèles qui va être paramétrée par θ, donc f indice θ. Et on va avoir un jeu de données, donc on fait de l'apprentissage supervisé, avec des observations X et des labels Y, et on va essayer de prédire Y à partir de prédire Y à partir de X, selon la loss L. Donc il y a ce qu'on appelle le risque, c'est une grandeur théorique qui est l'espérance mathématique de la loss étant donné un θ donné. Donc θ, là, c'est un vecteur de paramètres abstrait, donc ça va être des paramètres d'une régression linéaire si on fait une régression linéaire, ça va être les poids d'un réseau de neurones si on fait du deep learning, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Et donc cette grandeur, elle n'est pas atteignable, donc pour calculer cette espérance, pour approcher cette espérance, on va regarder une espérance empirique. Donc, on va regarder sur un échantillon S, et on va indicer le risque par S, l'espérance empirique de cette loss pour un θ donné. Et donc, on va essayer de minimiser ce risque. Donc, c'est rien de très nouveau là-dedans. Cette famille de problèmes, elle est très large. Elle couvre le calcul d'une moyenne. Par exemple, si on dit que la loss, c'est l'écart quadratique et que f de θ, c'est simplement f θ de x, c'est simplement θ, par exemple, on va calculer une moyenne. Si on dit que la loss, c'est un écart absolu, on va calculer une médiane. Enfin, on peut calculer des grandeurs statistiques comme ça. On peut aussi faire du deep learning. Voilà. Comment on résout en toute généralité, en pratique, ces problèmes de minimisation de risque empirique? On va, la plupart du temps, utiliser ce qu'on appelle une descente de gradient stochastique. Donc là, je décris, donc ici on voit dans la formule de la descente de gradient stochastique, en gros, c'est un procédé itératif où on va prendre un ensemble de paramètres et on va mettre à jour nos paramètres en utilisant le gradient de la loss, enfin, ou du risque empirique, en fonction de l'ensemble de paramètres. Et donc, petit à petit, la pente la plus forte. Pourquoi on fait une descente de gradient et pourquoi stochastique? Alors que, bon, pour ceux qui ont fait de l'optimisation, il y a des méthodes beaucoup plus avancées, comme des méthodes notamment de second ordre, comme les méthodes de Newton, par exemple. Donc, ces méthodes-là, elles ne sont pas atteignables la plupart du temps quand on fait du deep learning, puisque quand on fait du deep learning, on va regarder des modèles avec des millions de paramètres. Et donc, le θ est de dimension très, très grande. Je dis des millions, mais c'est pour certains modèles de traitement de langage, ça va être des centaines de millions. Et donc, si on veut calculer des matrices hessiennes, ça va être des matrices de dimension 1 million par 1 million, donc ce n'est pas praticable. Alors que le calcul d'un gradient va être de dimension simplement, entre guillemets, 1 million. Donc ça explique pourquoi on fait on utilise des algorithmes type descente de gradient et pas des choses plus élaborées avec des dérivés d'ordre 2. Ensuite, pourquoi on va faire une descente de gradient stochastique? Donc là, je vais peut-être passer un peu vite sur le côté stochastique. En gros, une descente de gradient stochastique, c'est une descente de gradient où, au lieu de calculer le risque sur tout l'échantillon de données, on va faire un sous-échantillon, on va rééchantillonner en fait un sous-ensemble des données, et on va faire une étape de descente de gradient, puis on va rééchantillonner à nouveau, et donc on va en fait à chaque fois calculer un gradient sur moins de données que l'ensemble des données disponibles. Et donc ça permet de traiter des très très grandes quantités de données. On dit que le dataset est très haut. Voilà. Donc ça, c'est le cadre général du deep learning moderne. Donc, voilà, pour ceux qui s'y intéressent,
c'est vraiment la méthode ou une de ces variantes qui est majoritairement utilisée pour faire du deep learning, pour entraîner un réseau de neurones. Comment est-ce qu'on fait pour faire du deep learning sous contrainte de confidentialité différentielle, donc de differential privacy? Il y a une idée simple qui est que à chaque étape de descente de gradient stochastique, on va donc mettre à jour nos paramètres, on va rajouter un peu de bruit gaussien. Donc là, on voit sur cette formule-là, le dernier terme, c'est un terme qui va perturber le gradient à chaque étape. Donc ça, c'est un procédé qui a été popularisé par un papier de Abadi et consorts de chez Google. Et donc, c'est un procédé qui maintenant est très utilisé pour obtenir des garanties de confidentialité différentielle. Donc, évidemment, le fait de... donc ça, c'est issu du papier d'Abadi. Le fait de rajouter du bruit dans l'apprentissage va... alors, c'est très dépendant du modèle ou du problème qu'on regarde, mais va avoir un impact sur la précision, enfin, sur les métriques de qualité de modèle qu'on va suivre. Et donc là, on peut voir pour différents niveaux de epsilon, qui est le paramètre de privacy que vous a présenté Maxime tout à l'heure, pour différents niveaux on va dire, de confidentialité, la qualité du modèle correspondante. Voilà, donc on voit qu'il y a une sorte d'arbitrage entre utilité du modèle et privacy. Pour vous donner, donc la preuve est un petit peu complexe, mais pour vous donner une idée de comment le Abadi fait pour donner une garantie formelle de differential privacy, il faut comprendre un peu comment fonctionne le procédé d'apprentissage. Donc on va, donc tout à gauche sur ce diagramme, lancer un entraînement, et en fait, on a un procédé itératif, comme je vous l'ai dit, où on va mettre à jour notre modèle en regardant un échantillon des données sensibles. Et en fait, le Abadi fait une hypothèse qui revient à dire que chaque mise à jour, chaque gradient calculé et perturbé peut être publié. Et donc, en disant qu'il peut publier chaque update de gradient, il va donc comptabiliser en fait une fuite d'informations. La fuite d'informations, donc c'est on a un budget initial de privacy, et donc chaque update de gradient va faire perdre un peu de privacy. Et donc, à la fin, vu que le modèle final, il peut s'obtenir en agrégeant l'ensemble des updates de gradient, ben en fait, la perte de privacy la perte de privacy liée à la publication du modèle final, elle va être majorée par la perte de privacy liée à chaque update du modèle. Voilà. Comme on peut reconstruire le modèle à partir de l'ensemble des updates de gradient, on peut majorer la perte de privacy pour la publication du modèle final. Donc ça, c'est intéressant, ça permet d'avoir une garantie formelle de privacy du modèle. Et donc, pour donner un peu une intuition de ce que ça signifie, c'est qu'on va prendre un modèle en fait, qui va repérer la structure générale des données, mais qui ne va pas dépendre significativement de la présence ou de l'absence d'un point dans le dataset. Donc là, Bob en l'occurrence. Cette approche, malheureusement, elle a un problème, c'est qu'elle n'est pas très économe, au sens où, en réalité, le data scientist, il se préoccupe de publier le modèle final, mais il pourrait ne pas publier l'ensemble des updates de gradient, qui révèlent quand même pas mal d'informations. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est donc ne publier aucun des gradients intermédiaires, aucun des updates de modèles intermédiaires, et ne publier que ne payer le prix en privacy qu'au moment de la publication du modèle final. Et donc, une idée pour arriver à ce résultat, c'est de regarder, de revenir à la définition qu'on appelle DPSGD, qui est
la descente de gradient stochastique differentially private introduite par Abadi, et de considérer cette descente de gradient comme une chaîne de Markov, et de regarder les propriétés de la distribution asymptotique de cette chaîne de Markov. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, on peut cette chaîne de Markov, pour l'analyser plus simplement, on peut en regarder la limite continue. Donc, c'est la dernière formule de la slide. Et en fait, cette chaîne de Markov continue, ça s'appelle une diffusion de Langevin. Et on peut montrer, je vous ai mis un petit peu le détail là pour ceux que ça intéresse, ce type d'équation stochastique, on peut la résoudre avec une approche qu'on appelle l'équation de Fokker-Planck, et on peut montrer que la distribution stationnaire des paramètres, si on suit cette dynamique, ça va être cette grandeur f de θ. Et donc, ce qui veut dire, alors je vais essayer de l'interpréter un petit peu, si vous regardez RS, c'est notre fonction de risque empirique. En gros, f de θ, c'est exponentielle de moins RS. Donc, on va... RS, supposons qu'elle a un maximum quelque part, qu'elle ait un minimum quelque part, un minimum de risque, qui est l'endroit qu'on cherche à atteindre. Ben, le minimum de risque va donner une exponentielle de moins RS assez élevée, et d'autant plus élevé qu'on choisira un sigma petit. Et le terme au dénominateur, c'est un terme de renormalisation. Donc en gros, ce que dit cette interprétation, on va dire, de la diffusion de Langevin, c'est que pour être... Donc, c'est que quand on rajoute du bruit, en gros, on va introduire une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire va minimiser l'erreur empirique, mais avec une main qui tremble, c'est-à-dire avec un peu de bruit. Et donc, on va pour ceux qui font des stats bayésiennes, en fait, on va sampler c'est comme si on samplait d'une distribution postérieure liée au risque empirique. Il y a un deuxième résultat qu'on peut combiner avec ce résultat-là, qui est ce qu'on appelle le mécanisme exponentiel. Donc, c'est un procédé qui dit que si en gros, qui garantit que si on sample de cette manière, selon exponentielle moins 1 sur sigma risque empirique, alors on va avoir une propriété de differential privacy. Donc, ça, je vous laisse regarder la littérature, mais il y a notamment Cynthia Dwork, donc, qui a introduit le concept de differential privacy, qui montre que, en fait, quand on sample selon ce f de θ, on a des propriétés de differential privacy, et la privacy dépend de sigma. Donc, plus on va avoir un sigma qui est grand, plus on va trembler autour du minimum de risque, et donc plus on aura protégé la privacy du modèle. Je vous parle de tout ça, puisque, donc ça c'est un exemple de sampling à partir autour d'une fonction de risque. Alors attendez, je vous parle de ça, puisque on voit que... Ah, il me manque une slide. Alors, je vais revenir, excusez-moi. Je vous parle de ça, parce qu'on voit que dans cette approche-là, donc stochastique, gradient, Langevin, dynamics, on regarde une distribution asymptotique, et elle a des propriétés de differential privacy. Et donc, on ne fait plus l'hypothèse que chaque pas de la chaîne de Markov va nous coûter de la differential privacy. Et donc, on évite de faire l'hypothèse qu'Abadi fait pour donner une garantie de differential privacy. Je reviens. Donc, une des limites de cette approche, c'est que elle n'est pratique. En gros, on a de garanties de differential privacy au bout d'un temps raisonnable que quand la fonction de risque est convexe. Et donc, elle couvre qu'une partie des problèmes de machine learning, mais ça couvre quand même beaucoup de problèmes de machine learning classiques, comme machine à support support vector machines, modèles logistiques,
beaucoup d'autres problèmes de machine learning classique. Dans le cas non convexe, il y a des résultats, mais qui donnent des garanties, enfin, qui donnent des garanties que quand on attend un temps assez long. Voilà. Donc, voilà, cette approche, ça améliore les choses, mais ça restreint un petit peu l'ensemble des modèles atteignables. Donc, évidemment, ça, c'est un champ de recherche un peu ouvert. Donc, nous, on travaille à aussi améliorer les techniques. Si on revient un petit peu au process d'apprentissage, voilà comment Sarus permet de donner des garanties de differential privacy au résultat de ces apprentissages. Maintenant, alors juste voilà, un des problèmes de cette approche, c'est que si vous avez fait un peu de machine learning, c'est quand même difficile de travailler complètement en aveugle. Donc, on voit que là, dans le process tel qu'il est décrit ici, on prépare un modèle in abstracto sans avoir accès à des données et on soumet le modèle à une enceinte qui va entraîner le modèle et nous renvoyer un modèle entraîné. Donc, c'est dans l'abstrait, en théorie, ça fonctionne, mais c'est quand même pas extrêmement pratique. Et donc, ce que propose Sarus pour permettre aux data scientists de travailler sur des données qui ressemblent aux données d'origine, c'est d'entraîner des modèles de données synthétiques. Donc, en fait, on va utiliser le procédé d'apprentissage dont je vous ai parlé pour apprendre un modèle de données synthétiques. Donc voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais le type de modèle qu'on utilise, c'est des modèles autorégressifs. Voilà, donc je vous donne quelques références où typiquement, si on a des données tabulaires, par exemple, on va modéliser la première colonne, puis avec un réseau de neurones, puis la deuxième colonne conditionnellement à la première, puis la énième colonne conditionnellement à toutes les précédentes. Ça nous donne un modèle de génération de données. Et donc, l'utilisateur va pouvoir télécharger des données synthétiques qui ressemblent aux données d'origine, préparer un modèle sur les données synthétiques et ensuite soumettre son modèle qui a été testé sur des données synthétiques sur les données d'origine pour apprendre son modèle final. Donc voilà pour un peu ce qui se passe sous le capot. Je vais laisser Maxime finir la présentation. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, donc, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'il y a des maths derrière. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des propriétés mathématiques fortes, quel que soit l'apprentissage. C'est vraiment ça qui s'exprime derrière tous ces modèles-là. C'est qu'on a pris des problèmes généraux, des modèles généraux, et on a réussi à les faire converger et à arriver avec des propriétés differential privacy qui sont extrêmement fortes, qui permettent de couvrir quelle que soit l'information que je peux posséder, quel que soit l'utilisateur, je n'arriverai pas à déduire plus qu'un epsilon d'information sur chacun. Et ça, sans avoir besoin de se poser la question de savoir ce que le data scientist ou l'actuaire cherche à savoir. Quand quelqu'un demande, j'essaie de savoir le gender pay gap, c'est une question qui a priori a l'air légitime, mais qui en fait peut révéler exactement le salaire de quelqu'un si on connaît déjà de l'information par ailleurs, on connaît le salaire de certaines personnes et on peut en déduire le salaire des autres. Donc on n'est pas en train d'essayer d'analyser ce qu'on cherche à apprendre, on a une approche qui est complètement générale, qui s'applique de la même façon, et ça c'est aussi la beauté de cette construction, de la même façon à l'analyse statistique classique et au machine learning le plus sophistiqué. Ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'aller plus vite en fait dans tous les logiciels, enfin dans toutes les approches de traitement et d'innovation sur la donnée. Ça permet d'aller plus vite parce que on peut en fait travailler sur la donnée sans avoir besoin d'en négocier l'accès. Donc dans beaucoup de cas, une grande partie du temps et de l'effort d'un projet consiste à accéder à la donnée. Donc se mettre d'accord sur comment faire en sorte qu'on nous donne, on mette à disposition la donnée. Donc c'est soit de l'anonymisation, comme j'ai décrit, soit des contraintes de sécurité, on peut accéder à la donnée, mais que à l'intérieur de l'hôpital, par exemple. Ou alors, ça peut être des contraintes d'accès, de rétention. En général, on essaie de contraindre le plus possible l'accès à la donnée, avec des process qui vont être extrêmement lourds et des comités qui valident la mise à disposition de données, parce que on sait que les approches sont faibles. Là, en ayant une preuve mathématique qu'à aucun moment la donnée ne sera mise à disposition,
on peut envisager de commencer à travailler sur un jeu de données. On a une nouvelle question, toute la donnée a été gardée dans toute son intégralité. On peut commencer à travailler et faire nos analyses dessus. Il n'y a aucun risque aucun risque, donc aucune raison de faire des process aussi longs qui vont prendre énormément de temps. Et du coup, naturellement, le pendant, c'est que ça réduit le risque de fuite de données. C'est parce que ça réduit le flux de données que ça permet d'aller plus vite, mais on voit bien qu'à aucun moment aussi de la donnée a été exposée. Et ça, c'est important parce que dans le cas de Netflix, tout le monde s'était mis d'accord sur le fait que c'était de la donnée anonyme. Il n'y avait aucun doute pour personne. Elle a été mise dans la nature. Il se trouve qu'il s'était trompé. En fait, on pouvait trouver les individus en croisant avec IMDb. C'est trop tard. La donnée est dans la nature. La donnée a été copiée. Elle a probablement été copiée dans tous les serveurs de tous les data scientists qui se sont lancés dans le concours. C'est une fuite de données irréversible. Dans le cas de l'approche Sarus, on est dans un monde où en fait la donnée ne sort jamais. Donc on contrôle beaucoup plus la fuite de données. Et finalement, surtout quand on construit une nouvelle entreprise, ce qui est important, c'est les nouvelles opportunités. Et ce que je vous ai parlé, c'est l'incrémental, c'est-à-dire qu'on va plus vite, on prend moins de risques, mais fondamentalement, ça crée des nouvelles opportunités. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de données qui étaient complètement inaccessibles, soit parce qu'ils étaient trop riches. Donc par exemple, quand on pense des données médicales, on va avoir, bon, déjà les images, les scanners, les IRM, c'est potentiellement identifiant, mais quand on a un jeu de données dans lequel il y a les images, les scanners et tout le profil du patient, tout son historique de traitement, c'est extrêmement facile de retrouver un individu dedans. Donc c'est des données qui sont jamais mises à disposition, qu'on ne peut pas anonymiser, parce qu'on revient au problème de tout supprimer, toute la structure de la donnée. Donc c'est des jeux de données qui sont extrêmement difficiles et en général qui sont même pas du tout accessibles pour faire de la recherche, pour faire de l'innovation. Avec Sarus, on peut comme ça envisager des nouvelles opportunités dans lesquelles on utilise toute la donnée, une donnée qui n'était pas accessible. Donc soit parce qu'elle était chez d'autres, soit parce qu'on en restreignait le potentiel en supprimant de la valeur. Donc voilà, c'était les fondamentaux de Sarus. On va garder un petit peu de temps pour les questions. Je ne sais pas s'il nous reste un peu plus que 5 minutes. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez des applications chez vous. Nous, de notre côté, on a identifié principalement des applications dans le monde financier, le monde de la santé et le monde aussi de la ville durable ou de l'énergie, c'est-à-dire tous les cas où on veut faire quelque chose de la smart city, si vous voulez, d'intelligent, avec des données qui vont être des données du citoyen. Et du coup, on est confronté à ce dilemme entre cette tension entre protection de l'individu et innovation. Donc, c'est 3 secteurs qu'on a vraiment identifiés. Donc, dans le monde financier, il y a bien sûr à la fois le monde des assurances et le monde bancaire. Bien, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous voyez des questions. Moi, je ne vois pas de questions de chat. Ça doit être parce que j'ai pas appuyé sur les bons boutons. Est-ce que vous voyez les questions ou pas? On a une première question. Allez-y. Alors là, je la lis pour si tout le monde ne la voit pas. Est-ce que vous avez proposé votre approche au Health Data Hub pour sécuriser les données de santé? Alors, on a échangé avec le Health Data Hub. Il y a beaucoup de choses qui doivent résonner dans ceux qui connaissent le Health Data Hub. Donc, c'est la plateforme des données de santé qui a été mise en place par le gouvernement depuis, qui est en train d'être mise en place. Il y a des projets aujourd'hui qui arrivent, avec comme objectif de mettre des données de santé dans un lac de données et d'en contrôler l'accès pour des applications spécifiques. Donc c'est une façon de résoudre le problème de faire de l'AI sur des données sensibles, non pas par l'anonymisation ou par ce type d'approche, mais par la validation et le process, c'est-à-dire que la CNIL doit autoriser chacun des projets, chacun des labos de recherche ou éventuellement des entreprises à y accéder à une fin particulière. Donc nous, on permet une alternative. On leur a parlé il y a quelques mois, ils étaient très intéressés. Ils sont partis dans leur direction aujourd'hui, donc ce sera peut-être pour une V2 ou pour plus d'ouverture, mais ils étaient effectivement ouverts à la discussion sur comment ça pourrait fonctionner. Deuxième question. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, donc je vais la lire pour ceux qui ne voient pas. Merci pour votre présentation. Même si ce n'est pas le sujet principal, est-ce que vous avez des références, outils, papiers sur les données synthétiques? Donc, en fait, le sujet des données synthétiques, c'est un sujet qui est assez vaste et les bonnes solutions dépendent beaucoup quand même des problèmes posés. Je dirais qu'il y a 3 familles d'approches. Une première famille... Donc, je vais parler uniquement des approches deep learning, qui sont les approches modernes de la génération de données,
Il y a d'autres approches plus classiques, mais donc dans l'approche deep learning, il y a trois familles d'approches. Il y a le Generative Adversarial Network qui marche bien sur des images, qui permet de générer des images, mais aussi des données discrètes ou même du texte. Le problème de ces approches, c'est que si vous intéressez, enfin, c'est qu'elle a le principal problème, c'est qu'elle a un défaut qui s'appelle le mode collapse, c'est-à-dire qu'elle va oublier des modes entiers de la distribution des données. Et donc, si il s'agit d'avoir une sorte de maquette fidèle des données, le Generative Adversarial Network va perdre des modes de données. Donc, nous, on a décidé de pas trop miser là-dessus. Ensuite, il y a une autre famille qui est la famille des auto-encodeurs, qui est aussi utilisée en images beaucoup, notamment le variational auto-encodeur. Donc là, il y a beaucoup de littérature. Je pourrais en donner un peu plus tard, donner quelques pointeurs là-dessus. Là aussi, il y a quelques problèmes. Donc c'est plutôt des postérieurs. Le principal problème des variational auto-encodeurs, ça s'appelle posterior collapse, qui est que, en gros, plus ou moins, ça va donner des samples qui sont flous quand on va générer des images et qui sont très bruités quand on va générer autre chose que des images. Et donc, l'approche qu'on a retenue, c'est l'approche autorégressive, c'est-à-dire qu'on va, dimension par dimension, générer les données. Voilà. Bon, il y a pas mal de littérature, je pourrais envoyer quelques pointeurs là-dessus. Donc, ensuite... est-ce que la differential privacy empêche un data scientist d'overfitter sur les données et d'extraire les données de la base? Alors, dans une certaine mesure, ça empêche, ça empêche d'overfitter sur ce qui est personnel, mais essentiellement, ça empêche d'overfitter, ouais, sans rentrer trop dans le détail. Mais il y a quand même des cas où on peut overfitter sur, supposons qu'on a des données personnelles, mais qui sont des séries temporelles, on peut apprendre quand même des motifs, on peut overfitter sur les aspects temporels, puisqu'on cherche à protéger plutôt l'individu. Donc, c'est pas exactement, ça coïncide pas exactement avec la lutte contre l'overfitting. Et aussi, l'overfitting, peut-être pour compléter ma réponse, en deep learning, en fait, l'overfitting, c'est pas tant un défaut que ça, puisqu'on se rend compte que les modèles qui marchent bien, notamment en images ou en traitement du langage naturel, fit parfaitement les données sur le jeu de données d'apprentissage et pourtant généralise bien. Donc il y a un peu des paradoxes comme ça dans le deep learning. Voilà, il y a pas mal de littérature là-dessus. On va pouvoir transmettre la présentation. Oui, je te laisse peut-être, Maxime. D'autres questions dans le chat? Non. Moi, j'en aurais plusieurs. Il y a un point que j'ai pas bien compris. Est-ce que vous vous départissez de votre logiciel? Je veux dire par là, en termes de... vous mettez votre logiciel chez le propriétaire des données, enfin celui qui a les données, ou pas? Est-ce qu'il y a un risque de propriété intellectuelle pour vous? Alors, oui, on met le logiciel chez le propriétaire des données. C'est important d'ailleurs parce qu'on veut minimiser l'exposition des données, donc il ne s'agit pas de les avoir chez nous, mais de rajouter un risque de fuite ou même un risque d'accès pour nous. Donc on peut travailler dans un environnement typiquement bancaire où le logiciel est installé à l'intérieur du réseau interne de l'entreprise et à aucun moment personne de chez Sarus pourra accéder. Le risque de vol de la propriété intellectuelle, notre client, je dois dire qu'on l'a pas vraiment identifié aujourd'hui. Enfin, identifié, c'est-à-dire qu'on l'a pas traité, il existe. On ne s'est pas vraiment posé ce genre de questions. Il y a d'ailleurs, même peut-être pour aller un peu plus loin, il y aura sans doute une partie du code qui sera open source et sans doute aussi une grande partie, si ce n'est tout, qui sera auditable de nos clients. Parce que, donc open source, parce que la validation de toutes les propriétés qu'on vous décrit, des implémentations de differential privacy ne vaut que si la communauté reconnaît
que c'est les bonnes propriétés, que les hypothèses mathématiques tiennent. Donc ça, le meilleur moyen, c'est de publier des papiers de recherche ou d'implémenter des papiers de recherche publiés. Donc ça, c'est une composante essentielle. Et enfin, comme on installe quand même un logiciel chez nos clients, il faut garantir que le logiciel se comporte bien. Et pour ce faire, avoir une capacité de se faire auditer est important. Donc la sécurité à plusieurs niveaux, hein, toujours, et encore plus quand il s'agit de protection des données. Donc on est plutôt, c'est vrai, parti dans l'idée qu'il faut que le client puisse voir le code plutôt que de protéger le modèle pour pas qu'il puisse le voir. À cet égard, j'ai plusieurs questions. Comment, en termes, il faut que la communauté scientifique adhère à la méthodologie et donc tout ça c'est valable dans un cadre de pairs, j'allais dire, entre pairs, c'est-à-dire les gens de la communauté des data scientists, la CNIL, parce qu'elle elle dispose des gens capables de bien comprendre, etc. Donc, dans un environnement de gens qui ont cette compétence, votre démonstration est valable, elle est mathématique, elle est reconnue par ces gens-là. Pour un utilisateur moins averti ou pour le grand public, est-ce qu'il y a un moyen simple de communiquer sur la dimension, la qualité de cette protection, une espèce d'indice de protection. Enfin, pourquoi je pose cette question? C'est parce que on est dans un monde de la méfiance et tous les efforts que vous faites peuvent porter leurs fruits, par exemple dans la recherche en santé ou des choses comme ça, avec des gens qui sont aptes à bien le comprendre et entre pairs. Mais dès qu'on communique, il faut trouver un langage compris pour inspirer confiance. Est-ce que c'est quelque chose qui doit rester entre pairs parce que c'est trop mathématique, ou est-ce qu'il y a un moyen de traduire ça de façon vendeuse? Alors ça c'est un problème difficile. Peut-être il y a plusieurs personnes qu'on doit convaincre, on ne doit pas leur raconter la même chose. Donc effectivement la CNIL et les pairs ou même les autorités de contrôle prudentiel vont eux vouloir être convaincus par la communauté scientifique et les papiers, les bases théoriques. Il y a quelqu'un qu'on doit convaincre, mais pas de la privacy, c'est le data scientist. Lui se moque un petit peu du risque de fuite de données a priori. Lui, il veut que ça marche. Donc en fait, la privacy, c'est un peu une épine dans le pied et on essaye de la rendre la moins douloureuse possible. Donc lui, l'argumentaire qu'on doit lui présenter est différent. Celui qui se posera aussi la question de la sécurité, donc c'est le propriétaire des données. Ça peut être le responsable de sécurité informatique ou ça peut être deux entités différentes. Alors s'agissant du grand public, c'est quand même, comme on a vu avec l'application Stop Covid, c'est un sujet extrêmement glissant. Par exemple, quand les gens font des déclarations à la porte-pièce en disant tout ce qui est collecté par Stop Covid est anonyme, souvent les gens s'abstiennent de donner une définition de ce que ça veut dire. Si on s'amuse à regarder ces définitions avec le CRIB, le Differential Privacy, on se rend compte que c'est assez fragile, mais c'est parce que ramener un problème aussi complexe à des termes du quotidien, c'est difficile. D'ailleurs, une des mauvaises nouvelles, c'est que la Differential Privacy dit qu'il n'y a aucune donnée qui est complètement anonyme. Les données peuvent être, entre guillemets, epsilon anonymes. Mais quand on donne, je veux dire un truc absurde, mais le PIB de la France, ça dévoile un petit peu d'informations sur les salaires de chaque Français, qui sont tous inférieurs à ce PIB a priori. Pas beaucoup d'informations, mais est-ce que peut-être c'est l'information qui manquait pour quelqu'un pour prendre une décision? Je sais pas. C'est epsilon, c'est absurde, mais c'est quand même un petit peu d'information sur un individu. Donc, ce genre de contingence mathématique se passe assez mal auprès du grand public. Alors, je sais pas si nous on n'a pas trouvé la clé très clairement. On essaie plutôt de tenir un discours aujourd'hui qui porte chez le régulateur, qui porte aux autorités de conformité. On essaye aussi d'évangéliser un peu le grand public.
d'attirer l'attention à la fois sur les risques et sur l'existence de solutions. C'est-à-dire que c'est assez intéressant de dire aussi, de contredire le discours qui dit la CNIL empêche l'innovation, par exemple. Donc nous, on est là pour dire, en fait, non, la CNIL n'empêche pas l'innovation, on peut faire l'innovation qui protège la donnée. C'est pas l'existence de la donnée qui fait la surveillance de masse, c'est la façon dont c'est employé. Et nous, on permet notamment de faire tout un tas d'innovations, de machine learning, d'intelligence artificielle, avec à aucun moment de la fuite de données. Donc, on essaie plutôt d'être positif dans le discours général. Je suis pas certain qu'on arrive à donner une prise à la differential privacy qui soit utilisable partout. Peut-être par contre que ça peut devenir un marqueur reconnu, c'est-à-dire que on n'est pas les seuls à promouvoir la confidentialité différentielle. C'est un mot qu'on retrouve, vous chercherez dans les articles du Monde, on va entendre parler ici ou là de confidentialité différentielle. Donc, je pense qu'on le reverra de plus en plus souvent. Et le but, c'est que ça devienne un petit peu comme la connexion Internet sécurisée, c'est-à-dire personne ne sait comment ça fonctionne, mais ça rassure. On ne sait pas exactement ce que ça protège, ça n'empêche pas la fuite de données, mais on sent que ça protège quelque chose. Donc, il y a un peu cette idée que ça pourrait arriver à ce niveau-là. Quand il y a l'analyse de données qui est faite avec confidentialité différentielle, ça devrait rassurer tout le monde. Oui, et ça peut aussi motiver les data scientists aussi. Parce qu'il y a un phénomène de poulet d'œuf. Les data scientists s'en moquent un peu parce que d'une certaine manière, en fait, tout le monde a acheté l'éponge. Entre les gens qui font de gros efforts et ceux qui n'en font pas, la communication dans les médias est telle qu'on ne voit pas la différence. Alors que si on progresse dans la communauté, dans le fait qu'il existe des méthodes, ça peut aussi être un moyen pédagogique vis-à-vis des data scientists, non? Oui, on pense que tout à fait. On pense que l'absence de solutions, enfin la raison pour laquelle les solutions d'anonymisation étaient si faibles dans les décennies passées, parce qu'il n'y a pas de solution. Donc elles étaient faibles. En fait, c'était les plus fortes qu'on connaissait à l'époque. Avec le regard d'aujourd'hui, avec à la fois la capacité, il y a aussi des problèmes. Leur identification vient du fait qu'il y a énormément de données publiques. Le problème Netflix n'est un problème en l'occurrence que parce qu'il y a une autre base de données publique qui est celle de IMDb qui permet de recroiser. Donc le risque vient aussi de l'abondance de données, donc la prudence vient de l'abondance de données, la capacité de traitement offerte par le deep learning rend le risque plus important. Et donc c'est pour ça que le monde évolue. Je ne sais pas si aujourd'hui on est plus ou moins protégé qu'avant. Il y a beaucoup plus de risques, mais il y a aussi des nouvelles technologies qui nous protègent. Donc ça... Oui. Mais il y a plus de conscience parce que il y a 4-5 ans, enfin, moi je me souviens le rapport du CNUM de 2015, disait des choses qui n'étaient pas comprises encore du grand public. Donc maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, j'avais encore une question pour ma part. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'exemples sur les fonctions convexes sur qui ça marche bien et puis sur les fonctions non convexes, si vous pouviez illustrer avec des exemples peut-être. Oui, je vais répondre peut-être à 2 questions en même temps. À quoi ressemble Sarus aujourd'hui? Je vois qu'il y a une question un peu de cet ordre-là. Donc aujourd'hui, on s'est concentré beaucoup donc aujourd'hui, on est compatible avec TensorFlow. Et donc, en gros, si on écrit un modèle TensorFlow et qu'on le soumet à Sarus, ça va marcher sans modifier le modèle. Et donc, pour répondre à la question sur la convexité, donc aujourd'hui, on a l'approche DPSGD, qui est une approche complètement universelle. Et donc, tout problème qu'on peut résoudre avec descente de gradient stochastique, c'est-à-dire ça va du calcul de moyenne au calcul de statistiques relativement simples, à la régression linéaire, régression logistique. La plupart des modèles de machine learning s'expriment comme la minimisation d'un objectif qu'on peut minimiser par descente de gradient, et ça va jusqu'au problème de deep learning sur les images, sur du texte, sur pas mal de choses. Et donc, on traite toute cette famille de problèmes. Donc, évidemment, s'il s'agit de calculer une moyenne, de calculer une médiane, etc., c'est pas le plus simple. D'ailleurs, il y a des méthodes spécifiques pour avoir de la differential privacy dans ces cas. Et donc ça, c'est un peu sur notre roadmap. On traitera les cas particuliers de manière plus efficace à l'avenir. Mais on peut déjà le faire en faisant une descente de gradient, en minimisant une erreur quadratique, on calcule des moyennes, en minimisant une erreur L1, on calcule des médianes, etc. Je ne sais pas si ça répond exactement
à la question. Après, parce qu'après, il y a donc les méthodes plus avancées, c'est-à-dire qui permettent de réduire le coût en privacy de l'apprentissage. Donc, ça ne marche qu'aujourd'hui avec des garanties formelles sur les fonctions de risque convexes. Et donc, c'est essentiellement tous les modèles de machine learning classiques, on va dire, c'est-à-dire support vector machines, régression logistique, etc. Oui, je ne sais pas si ça répond. Oui, effectivement. Vous avez d'autres questions là sur le chat? Je crois qu'il y avait... Ouais, donc on a répondu, donc on attend Surflow. Sur notre roadmap, il y a aussi évidemment, on aimerait couvrir tous les modèles qu'il y a dans scikit-learn et PyTorch. Voilà, c'est essentiellement ce qu'on a sur la roadmap. Comme autre question, est-ce que la differential privacy est efficace sur des données temporelles? Donc ça, c'est une bonne question. Donc en réalité, sur les données temporelles, donc ça fonctionne. C'est juste qu'il faut garder, si on se fixe un budget global, il faut garder du budget, puisque en fait, à chaque fois qu'on aura de nouvelles données, si on veut faire l'analyse avec les données les plus récentes, on va consommer un petit peu plus de budget. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de rentrer complètement dans le détail, mais on peut traiter des données temporelles avec, pour chaque individu, même des séries de longueurs différentes, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème pour traiter ça. En revanche, c'est vrai que si, dans une optique un peu dynamique, c'est-à-dire si chaque trimestre, on veut faire tourner un modèle, et ben, en fait, on va consommer de la privacy chaque trimestre. Et donc, si on a comme principe de ne dévoiler qu'un certain budget par individu, ben, au bout d'un certain temps, on ne pourra plus utiliser les données d'un individu donné. Après, on peut avoir des politiques du type, on se fixe une sorte de budget par an, et donc on autorise voilà, en gros, consommer un certain budget chaque année pour chaque individu. Donc ça, après, évidemment, mathématiquement, ça s'exprime très bien, et c'est des choses à discuter après avec le régulateur et avec la société pour voir quelle est l'acceptation. Et peut-être pour compléter ce que disait Maxime tout à l'heure sur la complexité du procédé, une analogie, c'est le monde de la crypto. Donc, Maxime parlait de la connexion sécurisée. Bah, toutes les sociétés qui travaillent en cryptographie, elles ont des algorithmes qui sont très compliqués et pourtant sur lesquels beaucoup de gens comptent. Et donc, en général, il y a des sociétés qui vont certifier, spécialisées, qui vont certifier les algorithmes de cryptographie. Ça va faire des standards et les gens se caleront sur des standards. Donc, pour la differential privacy, aujourd'hui, il y a un certain, donc les entreprises qui promeuvent ce cadre sont Google, Microsoft, Apple ou IBM. Et tout le monde, et la communauté scientifique, et il y a un peu des bonnes pratiques, des standards qui commencent à émerger et qui émergeront sur les bons algorithmes, etc. Voilà. Il y aura des certifications. Il y aura des certifications. Il y aura des certifications et du coup, ça implique pour nous, tout nouveau procédé. Donc nous, aujourd'hui, on est contraint d'utiliser des procédés qui sont publiés et reconnus par la communauté scientifique. Tout nouveau procédé, ce que disait Maxime, c'est qu'on les publiera pour qu'ils soient validés par nos pairs et qu'on puisse compter dessus. Parce qu'effectivement, en termes pour la communication et la confiance, la certification, c'est quand même quelque chose qui marche bien. Nous, assureurs, on est quand même toujours suspectés de faire des vilainies, d'avoir de mauvaises intentions avec les données. Donc, non seulement il faut qu'on utilise des méthodes valables, mais il faut qu'il y ait des preuves de ces méthodes valables. C'est en ce sens que cette approche est très intéressante pour les assureurs, de mon point de vue. Vous avez beaucoup de clients dans le monde de la finance et de l'assurance? Donc, on n'a pas encore de clients, on est en phase de discussion de pilote
dans le monde de la banque et l'assurance. Ça tourne autour de trois idées, trois scénarios d'application. Le premier, c'est de faire circuler de la donnée en interne, c'est-à-dire que les données vont être dans les business units ou alors dans des filiales, notamment quand c'est des filiales étrangères. Je pense en particulier à des filiales comme la Chine où on n'a pas le droit de sortir de la donnée personnelle. Toute exploitation de la donnée qui nécessite de faire sortir du savoir, et dès lors que c'est personnel, c'est très contrôlé. Donc, nous, on permet de proposer une couche dans laquelle aucun savoir personnel ne sort jamais. Et du coup, il n'y a plus de raison de faire obstacle au travail sur cette donnée de façon centralisée. Donc, soit par une équipe centrale de data science, soit par des consultants, éventuellement, des consultants extérieurs, ou éventuellement des actuaires, des prestataires qui n'auront pas accès à la donnée. Donc, nous, on simplifie le fait, on dissocie en fait l'accès à la donnée du travail sur la donnée. Et ça a des applications directes en interne. On simplifie le process interne. Deuxième cas d'application, c'est les cas avec des fournisseurs externes. Donc, typiquement, une société qui propose un algorithme de gestion des sinistres pour une société d'assurance, pour prouver que son algorithme prend des meilleures décisions, fait une gestion plus efficace, il va bien falloir à un moment confronter l'algorithme à de la véritable donnée. C'est des choses qui sont très très difficiles à obtenir, surtout quand en face on a une petite start-up qui propose un super algorithme. On comprend que la société d'assurance n'a pas envie de donner tout l'historique de tous les sinistres, avec toute l'information sur tous les clients. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on peut traiter en disant, au lieu de donner l'accès à données, on donne l'accès à Sarus, et la société peut prouver la valeur d'un algorithme sans jamais avoir vu la moindre donnée personnelle. Et le troisième volet, on tourne toujours autour de ces questions d'accès, mais c'est dans des cas où l'assureur peut être avoir une société qui distribue des produits d'assurance pour elle, donc par exemple de l'assurance sur des téléphones portables, donc des produits d'assurance grande conso. Là, la donnée, l'assureur a très peu de données. C'est des cas où l'assureur connaît très mal ses clients. Le vendeur, le distributeur connaît très bien potentiellement le client. Mais échanger la donnée pour faire des modèles plus fins, pour prendre moins de risques, faire aussi des prix plus attractifs, est une problématique très difficile. Donc on sent que les gens sont très protecteurs de leurs données. Et nous, on permet de concilier les deux. Donc c'est les trois, c'est des variations autour, vous avez compris, hein, des mêmes idées, mais on voit que comme les données d'assurance, comme les données bancaires, sont toutes sensibles. D'ailleurs, c'est données personnelles, mais des données de transaction entre entreprises, c'est exactement la même chose. Hein, vous doutez bien que les mêmes propriétés s'appliquent. On peut les protéger de la même façon. Donc, chaque fois qu'il s'agit de les traiter, de collaborer dessus entre des entités différentes, on a ce problème-là qu'on résout. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Alors, il y a une question sur le double approche, mélangeant à la fois des étapes de boosting sur données brutées, des étapes de boosting sur données brutes. Alors, je sais pas si tu comprends exactement. Enfin, il y a plusieurs idées là, et c'est de boosting. Il y a la comparaison des données brutées et des données brutes. Alors peut-être déjà une nuance, c'est qu'on brute pas les données, on brute l'apprentissage. C'est une petite subtilité, mais ça permet un peu mieux de se fixer les idées. Et du coup, on peut comparer l'apprentissage bruité de l'apprentissage non bruité. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Alors, s'agissant du boosting dans l'un et dans l'autre, je ne sais pas, Nicolas, si tu vois comment ça peut être applicable. Enfin, ce qui est sûr, c'est que l'espace des méthodes, enfin, il y a beaucoup d'idées à avoir pour améliorer la consommation d'Epsilon. Peut-être enfin, je vais dévier un petit peu de la question, mais notamment dans le papier de Google, d'Abadi, dont je parle, qui est un peu un papier fondateur, donc c'est intéressant. En gros, sur de l'apprentissage classique, on peut avoir des très bonnes. Donc on a une question de garantie formelle. On a des très bonnes garanties formelles de differential privacy sur certaines approches classiques, et c'est le cas notamment de l'ACP, par exemple. Donc une ACP differentially private, on peut avoir un epsilon qui est vraiment une très bonne borne. Et donc ce que fait Abadi, c'est qu'il combine une ACP pour pré-traiter les données et un modèle de deep learning en aval, où là, il utilise son procédé qui donne un majorant, mais dont on sait que ce n'est pas le majorant le plus efficace.
Donc, c'est pas, je rentre pas dans les… Enfin, ce que je veux dire là, je réponds pas complètement à la question, mais ce que je veux dire, c'est qu'en étant malin et astucieux, on peut combiner des approches un peu rudimentaires comme l'analyse en composantes principales, mais avec des très bonnes garanties de differential privacy, et des approches un petit peu plus génériques, mais avec des moins bonnes garanties de differential privacy, comme le deep learning, dans un même modèle, pour avoir au global un modèle qui a un bon rapport utilité et consommation de privacy. Et donc, si on étend un petit peu ce principe-là, ben, on peut combiner plein d'approches différentes et on peut atteindre un meilleur majorant de privacy. Donc, voilà, il y a beaucoup d'idées à avoir. Donc après, je n'ai pas regardé particulièrement le boosting, mais on doit pouvoir améliorer les choses. Oui. Et il faut beaucoup de données? Il faut plus de données ou pas? Bah, donc, plus on a de données et plus on peut apprendre des choses de manière anonyme. Ouais. Pour donner une idée, l'apprentissage le plus simple, c'est de calculer la moyenne des salaires, par exemple. Donc, si d'une organisation, donc, on voit bien que s'il y a 10 personnes dans une organisation, publier la moyenne des salaires de manière anonyme, ça va nécessiter d'ajouter une certaine quantité de bruit qui va être importante relativement à la moyenne. Si on veut calculer la moyenne des salaires d'une organisation immense, ou de l'ensemble des Français, par exemple, là, le bruit qui permet de couvrir l'ajout, le retrait d'un Français dans l'échantillon, il est relativement faible. Et donc, on va avoir une très bonne estimation de la moyenne. Donc oui, plus on a de données, mieux, plus on peut apprendre un modèle qui généralise bien et qui a des propriétés differential privacy fortes. D'ailleurs, pour compléter peut-être votre question, parce que c'est une question en effet qui est très… typiquement, si on regarde le cadre de la santé, si on regarde la santé, nous, on a pas mal de projets qui se lancent dans la santé. Parfois, vous allez avoir un jeu on va dire, quelques centaines d'images médicales sur une pathologie un peu pointue. Et donc, c'est un jeu de données qui est assez faible, notamment pour apprendre un modèle d'image. Et donc, une approche qui fonctionne bien, c'est d'apprendre des modèles soit sur des données publiques, soit sur des données qui n'ont même rien à voir. Par exemple, un modèle d'image, tout modèle d'image a un certain nombre de couches de neurones qui vont juste repérer des bords, repérer des formes un peu génériques, etc. Ça ne sert à rien de consommer du budget de privacy pour apprendre comment reconnaître un bord sur une image. Et donc, c'est assez utile de faire ce qu'on appelle du transfer learning, c'est-à-dire utiliser un modèle d'image qui est déjà appris sur une immense base de données. Donc, ça va être le cas par exemple, Google publie des modèles entraînés sur la base de données ImageNet. C'est des modèles qui reconnaissent bien les images. Et donc, on peut partir d'un modèle qui est pré-entraîné sur des images publiques pour ensuite le raffiner sur des images médicales. Et donc, ils sont sensibles. Et donc, le raffinement va consommer du budget de privacy. Donc, on voit bien là que s'il avait fallu apprendre un modèle de zéro sur les données médicales, on aurait eu quelque chose d'assez mauvais. Et là, vous parlez d'images. Effectivement, il y a des bases de données d'images très importantes. Donc, à la limite, Google n'a pas un atout particulier sur les histoires d'images. Mais si on prend utiliser un modèle déjà entraîné sur autre chose, c'est peut-être plus difficile pour des données qui ne sont pas des données d'image. En effet, donc en fait, oui, c'est sûr que le cas de l'image, il est assez évident puisqu'il y a toute une partie de l'apprentissage qui est d'apprendre à interpréter des features de bas niveau sur des images. Donc ça marche aussi pour le son, mais par exemple, ça marche pour le langage naturel. Donc typiquement, ça s'applique un peu plus peut-être à l'assurance. Il y a je sais pas, on veut faire un modèle de détection de fraude sur la base d'une déclaration écrite. Apprendre avec uniquement comme corpus des déclarations écrites d'assurés, c'est une mauvaise idée.
Si, en revanche, vous prenez BERT ou GPT-3, qui sont des modèles entraînés sur des corpus énormes, donc qui connaissent très bien qui ont la connaissance du français, par exemple, une très bonne connaissance du français ou de l'anglais, ils auront été pré-entraînés sur des gros corpus de textes, et donc après, on pourra les entraîner, les raffiner sur des données particulières par exemple, de déclarations de sinistres écrites. Et donc là, si ces données sont sensibles, on pourra ne consommer de budget de privacy que sur cette tâche particulière de raffinement d'un modèle générique. Mais là, je reviens sur ce que vous disiez sur les données synthétiques. En fait, le problème des données synthétiques, c'est qu'il faut avoir une structure des données, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple le GAN, il va oublier une partie de la structure, en fait. Donc, est-ce que quand vous parlez de modèles déjà entraînés, est-ce que c'est vraiment pas mathématique ce que je raconte, hein. Mais est-ce qu'il faut que l'entraînement du modèle se fasse sur quelque chose qui a une structure qui est en rapport avec le truc sur lequel on veut l'implanter? Parce qu'en gros, les neurones, ça n'a pas de structure, ça apprend bêtement. Et donc là, quand on combine des choses, finalement, c'est pour combiner de l'intelligence avec la grosse bête neuronale qui bouffe de la donnée. Donc, je sais pas, est-ce que moi, ce qui m'ennuie, c'est juste cette compatibilité entre la structure et la puissance de calcul. Comme un enfant, lui, va vite reconnaître un chat à partir de peu d'informations. Oui, tout à fait. Alors, je pense comprendre, enfin, je tente. Ce que je souhaitais dire, et je pense que ça répond un peu à votre question, c'est que si on regarde les problèmes d'assurance qui vous intéressent particulièrement aujourd'hui, ces problèmes d'assurance, donc si il s'agit de traiter automatiquement des images de sinistres automobiles, du son, des appels téléphoniques, du texte non structuré, le sens de mon propos, c'était de dire que dans ces tâches-là, il y a une partie de la tâche qui n'est pas propre aux problèmes particuliers de l'assureur, et donc apprendre à parler français tout en apprenant à reconnaître une fraude dans une déclaration de sinistre, c'est un peu idiot parce qu'on n'aura jamais assez de déclarations, et surtout, si on consomme du budget de privacy à chaque fois qu'on apprend le français, on dépense notre budget de privacy, on le dilapide de manière inefficace. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toute une partie du problème qu'on peut apprendre sur des problèmes semblables et qui se transférera à notre problème particulier. Donc typiquement, si c'est l'image, ça va être apprendre à reconnaître des bords, des formes, etc. Si c'est du texte, ça va être apprendre la structure, déjà les mots de la langue dont on parle, la syntaxe et les règles de grammaire, etc. Et ensuite, apprendre ce qu'il y a de spécifique à la détection de fraude dans une déclaration écrite. Donc ça s'applique bien, ce que je dis s'applique notamment beaucoup aux données non structurées, c'est-à-dire on apprend la structure, même si c'est une structure molle, par exemple dans le cas du langage naturel, sur un corpus qui est public, et ensuite on va raffiner sur des données sensibles. Si on a directement des données structurées, donc par exemple on a des tableaux, enfin on a des données qui ont été saisies par un assureur, donc là on a beaucoup moins besoin effectivement de transférer un apprentissage autre, mais on peut quand même se dire que si on regarde un certain type de sinistre, les accidents de la route, par exemple, ou des sinistres climatiques, il y a toute une partie du savoir de comment se passe la fréquence des tempêtes, qui sont dans des bases qui sont des données publiques qu'on peut avoir par ailleurs, et qu'il est toujours profitable en fait d'apprendre sur des données publiques avant d'apprendre sur données privées, données sensibles, et donc consommer du budget de privacy. Et donc, ce que je disais, c'est très important dès qu'on traite de l'image, du langage naturel, des données non structurées. Mais je pense que même pour des données structurées, ça peut être intéressant
de regarder quand même, de préapprendre sur des données publiques ou sur des modèles publics. Typiquement, je crois que pour tout ce qui est assurance de catastrophes naturelles, il y a des modèles climatiques, il y a des modèles, et donc on pourrait générer des données avec ces modèles pour préapprendre déjà le modèle qu'on souhaite apprendre, et après raffiner le modèle sur des données sensibles d'assurés pour consommer le moins de budget possible. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres? On arrive à la fin. Il reste deux petites questions. Il y en a une qui est en lien avec celle-là. C'est les applications en actuariat. Donc, Nicolas a un peu ébauché le sujet et en tarification. Je pense qu'il y a une idée derrière. Donc, Nicolas a pris des exemples de données publiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on peut envisager des données privées. C'est-à-dire, il est possible maintenant d'apprendre conjointement avec peut-être les données de tous les assureurs, sans qu'ils les partagent, apprendre avec des... Peut-être, nous, on aimerait bien un jour travailler avec l'INSEE, par exemple, qui a des données privées très précises, qui pourraient être jointes avec des données d'assureurs, avec des données de quiconque, sans à aucun moment ne fuiter d'informations individuelles. Donc, il y a plein de cas d'application. On peut étendre des jeux de données avec des jeux de données tiers, parce qu'on garantit qu'à aucun moment, on va apprendre des propriétés générales sur ces données tiers, mais on n'aura jamais absorber la moindre donnée personnelle. Là, j'arrête sur ce point-là. Est-ce que c'est possible que des assureurs partagent leurs données sans connaître les données des autres? Alors, est-ce que c'est acceptable? Ça, je ne sais pas. Nous, ce qu'on propose, ce serait d'envisager donc un tiers à l'extérieur qui pourrait apprendre sur les données jointes via Sarus de plusieurs assureurs, par exemple. Donc, ce tiers, ça peut être soit un des assureurs, ça peut être quelqu'un qui est prestataire pour un consortium d'assureurs, ça pourrait être... ça, l'histoire est à écrire. D'un point de vue organisation, on n'a pas la solution. Mais conceptuellement, on sent qu'on a vraiment réduit la difficulté de ce type de projet parce qu'on n'a à aucun moment besoin de comparer et de voir et de mettre à risque ces données individuelles. Donc, il y a donc l'idée d'utiliser toutes les données publiques, mais aussi l'idée d'utiliser des jeux de données privés qui peuvent venir de tiers, qui normalement devient beaucoup plus facile. Une toute petite dernière question qui est d'où vient le nom Sarus? S'il n'y en a pas d'autres, on peut conclure par celle-ci. Sarus, c'est le nom d'une grue, donc l'oiseau qui a inspiré notre logo. Pourquoi une grue? Parce que les grues sont, comme beaucoup, des oiseaux qui se déplacent en groupe. Et l'idée vraiment de differential privacy, c'est d'apprendre des propriétés de groupe sans jamais apprendre les propriétés d'un individu. Donc, cette image de groupe d'oiseaux dont l'anonymat est parfaitement préservé, mais on peut quand même étudier les migrations, on peut quand même étudier les comportements prédateurs. Ça nous inspirait dans le choix de Sarus. Merci. Vous avez un mot? Vous voulez ajouter un mot ou... Non. Merci à tous d'être venus. Je vois qu'il nous reste 21 participants qui ont tenu plus d'1 heure et demie, donc j'espère que ça vous a intéressé. Votre présentation a été absolument passionnante et tout le monde tous les gens qui sont intéressés n'ont pas forcément suivi, mais ça va se dans le travail parce que c'est vraiment des sujets qui nous concernent vraiment. Donc, un grand merci à vous. On vous souhaite beaucoup de réussite avec Sarus. Et merci. On aura peut-être sûrement l'occasion de nous revoir. Et puis, probablement que dans l'auditoire, il y a des gens qui auront envie de prendre contact avec vous. Et je pense que vous devez être joignable, je suppose. Merci, oui, tout à fait. N'hésitez pas si vous voulez nous retrouver. Je ne sais pas si les coordonnées sont avec la présentation, mais en tout cas, on est trouvable sur LinkedIn. Les mises ou pas, moi, j'ai rien ajouté à vous. Mais de toute façon, vos coordonnées sont publiques. Merci beaucoup à vous et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.